Bonjour, dans cette capsule, je suis venue vous parler du matristique, c'est-à-dire aussi du patriarcat et du matriarcat. Pour bien communiquer, nous devons d'abord nous mettre bien d'accord sur les mots que nous allons employer, c'est-à-dire déjà le mot patriarcat qui vient du latin patriarches, enfin je ne parle pas le grec ancien couramment, donc je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais en tout cas le terme patrie vient du mot père, chef de famille, et ça vient de pater. L'arché, c'est le pouvoir et le commandement. Donc ici c'est très clair, le patriarcat, c'est le commandement et le pouvoir du père. Dans le même sens, matriarcat vient de mater, c'est-à-dire la mère, et on retrouve arché avec cette notion de pouvoir et commandement. Ça veut dire que dans les deux, il y a un être, donc dans un c'est un être masculin et dans l'autre c'est un être féminin, mais ils détiennent le pouvoir quasiment absolu, c'est eux qui vont dicter les lois et ce qu'ils doivent faire à tous les êtres humains. On va voir que le matristique, c'est une conception du monde complètement différent. Nous allons essayer de définir très rapidement cette notion du patriarcat, mais ce serait un peu réducteur de le réduire à un conflit entre le masculin et le féminin, les hommes et les femmes, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est un véritable système de pensée, c'est une manière de concevoir le monde et de le percevoir. Et le premier élément qui fonde le patriarcat, c'est cette notion de prise de pouvoir par le masculin, c'est la possession des choses et des autres, hein, et aussi de tout l'environnement. Donc il y a cette première notion de propriété privée, ça c'est à moi, j'ai du pouvoir dessus, ce n'est pas à toi. Et donc pour défendre cette part qui m'appartient, qui me donne le pouvoir, je vais être capable de générer de la violence, de l'agressivité et de la guerre. Mais plus que ça, c'est-à-dire pour accroître toujours plus mon pouvoir, je vais pouvoir aussi empiéter sur le royaume des autres, leur prendre leur propre propriété privée, et là on est directement aussi dans le conflit et la guerre. Donc les bases du patriarcat, elles se trouvent là. Et à partir de là, comme il y a réification des choses et des gens et de l'environnement, bien entendu, ça va se répercuter sur les femmes. C'est-à-dire que les femmes vont devenir des objets et le masculin aura droit de vie et de mort sur les femmes. On connaît très bien la situation des femmes dans la Grèce antique et dans la Rome antique, hein, où c'était déjà très très bien mis en place, hein. Et moi, je suis toujours complètement éberluée avec la prise de conscience que c'est en 1965 que les femmes ont pu travailler sans l'accord de leur mari et ouvrir un compte en banque à leur nom. Et moi, j'étais née en 1965, donc c'est même pas hier, c'est aujourd'hui, quoi. Moi, je trouve ça assez terrifiant. Et après les femmes, avec les femmes, en même temps que les femmes, bien sûr, il va y avoir le rapport aux enfants, c'est-à-dire que le père, hein, le masculin, il va avoir droit de vie et de mort aussi donc sur ses enfants, et il pourra faire absolument tout ce qu'il veut avec eux dans l'éducation. Et tant qu'à faire, on va les éduquer, surtout ces fils que l'on va avoir des épouses, on va les éduquer de manière à ce qu'ils récupèrent la patate chaude et qu'ils se comportent en très très bons patriarches, hein. Donc cette notion-là, elle est très connue avec la passation des héritages aux fils aînés. Les filles, bien entendu, ne rentreront pas en ligne de compte. Donc nous, on connaît ça dans notre histoire de France avec nos rois, le roi Soleil qui avait vraiment tous les pouvoirs, alors qu'on sait aussi que dans les premières royautés les plus antiques, hein, par exemple les premiers rois celtes, c'était pas des rois qui avaient vraiment le pouvoir, c'était des rois qui étaient garants de l'équilibre, garants de la fertilité de la terre. Et s'ils ne remplissaient pas leur fonction, ils étaient décanillés. C'était la même chose dans les premières royautés en Chine, exactement la même chose avec Pharaon en Égypte. Donc on voit ici qu'il y a vraiment un changement de perception et de conception du monde. Et il ne faut pas nous tromper, il ne s'agit pas des hommes, exclusivement des hommes, puisque il y a des femmes qui adhèrent complètement à ce système de pensée. Je pense au problème de l'excision. Ce ne sont pas des hommes qui excisent leurs petites filles, ce sont majoritairement des mères et des grands-mères. Et elles justifient leur acte parce qu'elles sont gardiennes de la tradition. C'est-à-dire que ici, le féminin, il est complètement en accord avec ce système de pensée et cette conception du monde.
Je ne cherche pas ici à faire un combat féministe des femmes contre les hommes. Ma recherche, ma quête, elle est beaucoup plus dans la profondeur, essayer de comprendre comment ça marche tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire qu'au départ, il s'agit pour moi d'observer en prenant de la distance et en essayant d'être le plus objective possible, sachant en connaissance de cause qu'est-ce que peut représenter, quelles ont été les conséquences de ce système de pensée patriarcale avec toutes les déviances et toutes les souffrances que ça a pu engendrer, tant pour les femmes, bien entendu, mais aussi pour les hommes qui en font partie, et en particulier pour les enfants. C'est quand même quelque chose qui nous interpelle parce qu'il s'agit de nos enfants, mais de tous nos enfants, c'est-à-dire le monde en devenir, le monde de demain. Qu'est-ce que nous allons leur donner, qu'est-ce que nous allons leur laisser, tant sur le plan de la planète que sur le plan du système de pensée. Et donc ici, on pourrait revenir à cette histoire de la Petite Roquette, par exemple, qui a été la première prison pour enfants, parce qu'à cette époque-là, ils ont décidé qu'il fallait absolument séparer les enfants des adultes quand ils étaient mis en prison. C'est-à-dire que l'intention était bienveillante. Au départ, c'est complètement bienveillant, c'est essayer de bien faire. Sauf que comme on reste quand même toujours dans un système psychorigide, patriarcal, ça va dégénérer très vite. C'est-à-dire qu'ils vont construire 500 cellules individuelles dans lesquelles les enfants vont être enfermés 20 heures sur 24 au minimum. Vous imaginez des enfants qui, pendant des jours et des mois et des années, ils vont vivre 20 heures par jour tout seuls, enfermés dans des cellules. Ils vont devenir complètement fous. Comment on peut concevoir ce genre de choses sans se poser de questions? Mais on connaît aussi ce qu'ont généré, ce qu'ont pu faire les écoles de jésuites en particulier. On connaît en Amérique du Nord avec les peuples amérindiens, mais on connaît aussi de manière très proche dans nos ascendants. Moi, j'entendais parler, mais même ma propre mère, par exemple, quand ils ont grandi dans un milieu où il y avait, par exemple, les fameuses bonnes sœurs, il y avait, on les battait, on les mettait au cachot, on les privait de nourriture. Donc ici, c'est pas une volonté de faire le mal, c'est un système du pensée qui pense que c'est bien, qui pense que c'est bon pour toi. Et ça, c'est ce dont nous parle Alice Miller, donc je vous conseille grandement la lecture, qui nous explique bien que en pensant bien faire, eh bien, on fait des choses terrifiantes et en plus, on se refile la patate chaude de génération en génération. Donc, il s'agit bien d'un système de pensée, d'une manière de percevoir les choses qui concerne les hommes, mais aussi les femmes. J'ai souvent entendu dire quand j'étais gamine, mais je l'ai lu aussi dans des textes écrits par des pontes du féminisme, que ben, ça a toujours été comme ça, comme si c'était quelque chose d'incontournable, quelque chose presque de naturel. Et pour moi, ici, il y a mal donne, c'est-à-dire que cette pensée-là fait partie du système patriarcal, parce que qui a dit ça concrètement, réellement? Si on regarde la nature, est-ce que le soleil, il est supérieur et plus important que la lune? J'ai franchement pas l'impression. Est-ce que le ciel est plus important que la terre ou est-ce que la terre est plus importante que le ciel? Franchement, je ne crois pas. Fondamentalement, je ne l'observe pas du tout. Et aujourd'hui, grâce au progrès de l'archéologie, de la sociologie, de l'anthropologie, de toutes ces sciences, nous savons qu'il a existé d'autres modes de pensée qui nous montrent que d'autres cadres de référence sont tout à fait possibles. Donc, ce qui voudrait dire que c'est pas quelque chose de forcément naturel que la fonction masculine soit la maîtresse du monde. Alors, comme exemple les plus parlants, nous avons Çatalhöyük en Turquie, hein, qui est une des premières cités que nous connaissons, dont nous avons les traces. Or, il s'avère que dans cette espèce de ville, il n'y a pas de mur défensif, il n'y a pas de traces de guerre, hein, surtout dans les premières couches. Hein. Il n'y a pas de traces de saccage, voilà, de violence extrême. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, les peuples humains étaient capables de vivre dans une relative paix, hein, plutôt en harmonie et pas avec cette notion de propriété privée.
Un autre exemple qui nous est connu, c'est la cité de Caral au Pérou, où c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de mur défensif, on n'a pas trouvé de traces d'armes de guerre, on n'a pas trouvé de traces de guerre. On trouve plutôt des traces de commerce, beaucoup de traces de commerce et d'échange, et puis des traces de création artistique, hein, la danse, la musique par exemple. Donc tout ça, ça doit nous poser question. Ça nous pose question. On peut lire aussi les travaux de Marilène Patoux-Mathis qui nous explique avec beaucoup d'intelligence que à l'époque de la préhistoire, hein, il s'agit de quelques millions d'individus sur toute la Terre entière. Comment on peut imaginer qu'ils se faisaient la guerre pour des territoires? Ça paraît complètement ubuesque, hein, parce qu'on peut imaginer que quand ils rencontraient un autre peuple, d'autres êtres humains, ils étaient plutôt contents de rencontrer d'autres gens et c'était plutôt festif et pas guerrier. Donc tout ça, ça doit nous poser question, nous permettre de sortir de notre cadre de référence qui a quand même tendance à toujours penser que, eh bien, ça a toujours été comme ça, le patriarcat, etc., etc. Prenons un peu de distance en nous disant qu'il y a d'autres systèmes de pensée, il y a d'autres manières de concevoir le monde. Notre cerveau, notre psyché peuvent fonctionner autrement. Et après tout, pourquoi pas? Donc nous avons vu que le terme matriarcat renvoie à la même souche, au même fonctionnement, au même système de pensée que le patriarcat, c'est-à-dire que c'est un système de pensée basé sur le pouvoir de l'un sur l'autre. Donc ils sont tous les deux aussi pernicieux en quelque sorte, hein. Alors cette histoire de matriarcat a été mise au jour par le célèbre Bachofen, qui est un des premiers qui a pu en parler sans être brûlé sur la place publique, mais celle qui a un petit peu changé la donne, c'est Maricha Gimbutas, parce que elle, dans ses recherches, elle a vraiment mis en avant que dans les sociétés de ces époques-là, de manière très ancienne et pendant très longtemps, avec cette absence de violence, ne pouvaient pas représenter des sociétés sur des systèmes de pouvoir. Et donc, il y avait une autre notion, il y avait d'autres priorités, il y avait vraiment une autre perception du monde et donc une autre conception du monde et donc une autre conception de vivre. Et c'est en ce sens-là qu'elle a trouvé intéressant de plutôt utiliser le thème matristique plutôt que matriarcat. Alors il y a ce petit schéma qui est intéressant parce que c'est un schéma que nous utilisons en pédagogie, hein, c'est quelque chose que nous mettons en œuvre en pédagogie. Alors petite parenthèse intéressante, en pédagogie, on parle de pédagogie traditionnelle qui correspond au schéma patriarcal avec le maître, l'instituteur, celui qui détient le savoir, qui est tout puissant et qui va donner, faire descendre les informations vers des apprenants qui doivent apprendre par cœur et puis rabâcher les choses comme des perroquets. Ça, ce sont les méthodes traditionnelles, c'est ce qu'on appelle les méthodes expositives qu'on utilise encore un petit peu. Mais je parle bien en andragogie, c'est-à-dire la formation des adultes. Et c'est assez rigolo de voir qu'on appelle ça l'andragogie, sachant que Andra, c'est lié à l'homme et pas à la femme, comme si on ne pouvait pas enseigner aux femmes. Donc là aussi, il y aurait quelque chose à changer, humagogie, je ne sais pas, à voir, à suivre. À côté, nous avons un autre schéma, donc qui pour nous en pédagogie signifie des méthodes beaucoup plus modernes, beaucoup plus différentes, hein, j'allais dire révolutionnaires, hein, qui sont ce qu'on appelle des méthodes actives, hein. C'est-à-dire que l'apprenant, il est actif, il a sa responsabilité dans l'apprentissage parce qu'on considère que chaque être humain a des apprentissages de par sa vie. Bah, il a toujours des connaissances et qu'il va non seulement pouvoir s'y connecter, s'y référer, les utiliser, et en plus il va pouvoir les partager. C'est-à-dire qu'ici, l'enseignant, l'enseignante, le maître, la maîtresse, etc., le formateur, la formatrice, il va non pas avoir un rôle de maître omnipotent, mais il va avoir un rôle facilitateur, c'est-à-dire qu'il va mettre les apprenants en situation d'aller chercher ces apprentissages et de les utiliser et de les partager, c'est-à-dire de la construire. Ça va être une personne ressource. Et ça change beaucoup de choses, hein. Et pour le pratiquer très très souvent, je peux vous assurer que c'est vraiment très efficace. Les apprentissages se font très bien et en plus ils sont très très bien ancrés parce que c'est la personne qui les construit elle-même. Moi je suis là que pour accompagner.
Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça met une autre dynamique dans l'apprentissage et ça fait référence à ce qu'on appelait dans l'Antiquité la fameuse maïeutique, faire accoucher les âmes de ce qu'elles sont et de ce qu'elles savent. Et donc on pourrait schématiser en disant que le patriarcat, c'est cette pédagogie traditionnelle, alors que le matristique correspond plus à la pédagogie moderne qui va utiliser le savoir des apprenants. C'est-à-dire que dans l'image, si on devait faire une image du matristique, on va non pas imaginer un père ou une mère tout-puissant qui a droit de vie et de mort sur tout son entourage, hein, mais on va avoir, je ne sais pas, une tante du style habitation au sein de laquelle nous aurions un feu auprès duquel serait assis une grand-mère qui va être une personne ressource et non pas quelqu'un qui détient tous les pouvoirs. Cette notion, cette image, déjà, elle ouvre à beaucoup de perspectives. Si au centre, nous avons des personnes ressources, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait l'expérience de la vie, on en revient donc à cette grand-mère, ou pourquoi pas à ce grand-père, ou pourquoi pas ces grands-pères et ces grands-mères, qui vont être les personnes ressources, c'est-à-dire des conseils, un conseil des anciens. Et c'est bien ce qu'on a encore dans certaines cultures, ou encore il n'y a pas très très longtemps, dans des cultures très très traditionnelles et très héritières des anciens schémas, où on avait plutôt ce type de conseil avec des grands-mères et non pas juste un chef omnipotent. Donc voilà comment on peut essayer de comprendre cette notion de matristique, qui est un mot très utile et très clair, qui nous permet de différencier la conception du monde entre ce matristique et le matriarcat, patriarcat, et surtout qui nous permet de comprendre que c'est un système de pensée qui est complètement différent. J'en reviens aux images parce que les images vont nous dire beaucoup de choses. Elles vont nous parler, en particulier sur ce rapport entre le masculin et le féminin, comment il était perçu dans certaines sociétés et comment il est perçu dans l'autre. Donc, si on regarde les images, on voit que dans des sociétés héritières vraiment des anciennes croyances, c'est complètement différent d'images beaucoup plus récentes. Donc, je vous ai mis ici l'image d'une gravure en Égypte, hein, où on peut voir que le féminin et le masculin, ils sont de même hauteur, ils sont à égalité. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre, il n'y a pas un qui est assujetti à l'autre. Et donc ça, c'est très parlant. Et ici, c'est sur l'image, sur l'écran, mais je peux vous assurer que quand vous êtes face à ce type d'image en vrai, vous en prenez vraiment plein la tronche parce que c'est très puissant, c'est vraiment d'une beauté incroyable. Et on sait que le statut de la femme en Égypte ancienne était complètement différent de ce que nous avons pu connaître, nous, depuis à peu près 2000 ans, de ce que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc ça nous donne des indications. Une autre image de même type, on va dire, hein, il s'agit du dieu Dionysos et de Ariane. Alors pour moi, c'est un des mythes les plus importants dans la signification du besoin du masculin et du féminin de se retrouver en union, en hiérogamos, en union amoureuse. Et si l'on regarde l'image, on voit bien que Dionysos et Ariane, ils sont de même hauteur, de même grandeur. Il n'y en a pas un assujetti à l'autre, encore une fois. Ils se regardent, ils sont face à face, ils partagent la coupe. Donc ça, c'est très parlant. Et on sait que Dionysos, c'est un dieu rebelle qui ne supporte pas, quand il arrive dans les cités, de faire face à un système complètement psychorigide et patriarcal, et qu'il va tout faire pour chambouler tout ça. Si on regarde des images beaucoup plus récentes, on peut voir celle du haut, par exemple, qui représente Christ et Marie-Madeleine au moment de la résurrection. On voit ce féminin à genoux implorant qui veut aller vers le masculin et on voit ce féminin qui est droit, plutôt rigide et qui lance sa main en avant pour empêcher cet élan du féminin. Ne m'approche pas, ne me touche pas, il dit. Donc c'est complètement différent. Dessous, je vous ai mis une photo qui a été prise à Ballyshannon en Irlande. Donc c'est un lieu de culte très très ancien qui était dédié à une grande déesse, hein. Il y a une source, il y a une grotte, hein, et les gens ils vont encore faire des petits rituels, hein. Et on peut voir ici que à l'arrivée de Patrick, bah, ce Patrick il a pris la place de la déesse antique. Et si vous regardez l'image, bah, Patrick il est grand,
On ne voit que lui pratiquement. Il est au-dessus de tout le reste. Et Marie, elle est beaucoup plus petite et elle est en dessous. Donc ça parle aussi. Ça veut dire quelque chose, hein. Et c'est assez incroyable de constater qu'un saint se retrouve au-dessus d'une Marie qui est quand même autre chose qu'une sainte. C'est quand même la mère de Jésus, c'est quelque part la mère de Dieu. Donc ça veut dire que le saint masculin, il est au-dessus d'un féminin, même avec toute sa puissance et même avec toute sa beauté. Donc ici, il s'agit d'image, c'est-à-dire d'un pouvoir symbolique. Le symbole, c'est quelque chose d'actif, hein, qui agit sur notre psyché, et c'est aussi quelque chose que nous projetons donc dans les images. Nous identifions aujourd'hui la montée en puissance de ce système patriarcal au moment des migrations et des voyages des Yamna à Kourgan, ce qui est prouvé aujourd'hui par l'archéologie, la génétique et l'étude des langues. C'est-à-dire que des scientifiques ont reconnu aujourd'hui, valident tous les travaux de Marija Gimbutas. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir sur mon site internet où j'ai traduit un grand article sur cette reconnaissance et qui s'appelle Marija avait raison. Donc on peut concevoir que ces troupes de nomades agressifs qui ont découvert la puissance du fer, qui mettent des morts à leurs chevaux et qui savent construire des armes de guerre, ils sont éséminés comme ça sur toute l'Europe, mais aussi sur l'Asie et le Moyen-Orient. Ça peut facilement se concevoir par les notions de migration. Mais comment expliquer que ce système de pensée patriarcal, il est aussi atteint pratiquement toute la terre entière à différents niveaux. Il est plus ou moins bien implanté, mais il est quand même présent à peu près partout, y compris dans les Amériques, où il y a quand même beaucoup de traces de matristique. Il y a quand même aussi pas mal de patriarcat. Et donc à ce niveau-là, nous avons une piste très intéressante qui est cette notion des archétypes dont parle Jung et de la contamination psychique, hein. C'est-à-dire que on peut retrouver ça dans un exemple très concret. Il arrive régulièrement qu'une invention surgisse au même moment, mais dans des individus qui ne se connaissent absolument pas, qui ne se sont absolument pas rencontrés et qui habitent à des milliers et des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Donc ici, on voit bien qu'il émerge quelque chose du fond de l'âme du monde, dans la psyché d'être différent. C'est de cette manière que l'on peut voir cette contamination de la puissance de la pensée patriarche sur l'ensemble de la Terre entière. Un système de pensée qui est basé sur le pouvoir va se trouver très rapidement en conflit avec tout ce qui est différent, avec tout ce qui est autre, et qui pourrait lui ravir son propre pouvoir, le mettre en danger. Et donc pour se défendre, il va diaboliser l'autre, en quelque sorte, en dehors du patriarcat, point de salut. Dans les mythes, il va nous dire de ne pas ouvrir les boîtes, les fenêtres, les portes, et en général, ce sont des injonctions qui sont données à des féminins, surtout ne pas regarder la poussière sous le tapis. Tout ce que propose le patriarcat, c'est bien et c'est bon. Nous connaissons tous l'adage, hein, qui dit que si l'on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage, hein, et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, hein. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces mécanismes, je vous invite à découvrir le livre merveilleux de Norman Cohn, Démonolatrie et sorcellerie au Moyen Âge, qui, au-delà de son titre, nous explique parfaitement bien ces mécanismes de diabolisation de l'autre en racontant toujours les mêmes âneries, c'est-à-dire que l'autre, il va voler des enfants, il va les torturer, il va les sodomiser, il va forniquer partout et il va même pratiquer la zoophilie. Et donc, du coup, ça va générer une vision d'horreur et de la haine, hein, chez celui qui intègre cette histoire, hein. Donc on a une autre image qui peut nous parler par rapport à tout ça. Il s'agit des putains sacrés de Babylone. C'est-à-dire que nous avons connaissance des rites anciens à Sumer qui consistaient à l'union charnelle entre
le roi et la grande prêtresse qui représentait la déesse, avec des descriptions comme ça d'union et d'union charnelle à l'intérieur du temple. Donc ça, c'est devenu dans la fantasmagorie du patriarcat une notion de putasserie toute sacrée soit-elle, parce que il ne faut pas oublier que les gens, les hommes qui nous ont raconté ces histoires, ils avaient déjà un cadre de référence patriarcal. Donc pour eux, ils ne pouvaient l'avoir que sous cet angle-là. Hein, pour eux, il n'y a pas d'autre solution, puisque pour eux, il n'y a que deux possibles pour la femme. Soit c'est une épouse légitime pour faire des fils, et tout va très bien tant qu'elle reste bobonne à la maison. Toutes les autres femmes sont des objets de plaisir, c'est-à-dire qu'ils les considèrent comme des putains, et toutes sacrées soient-elles encore une fois. Je ne sais pas, il suffit de prendre le temps de lire les chants d'amour d'Inanna. C'est tout sauf des invitations à des parties de jambes en l'air. C'est des chants qui sont des merveilleux chants d'amour. Donc on voit que c'est quelque part, ça n'a rien à voir avec le cadre de référence qui est le nôtre. Et puis, on doit bien comprendre aussi qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la pilule. Donc, si tout le monde forniquait tout le temps, dans tous les sens et n'importe comment, qu'est-ce qui se passait avec les enfants qui naissaient de ces unions? Il fallait quand même faire quelque chose, hein. Ils n'allaient pas comme ça pousser comme des champignons. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que par rapport à l'éducation des enfants, c'est que dans la société patriarcale, l'enfant, il est élevé, encadré et dressé par ses parents. Et donc ses parents, c'est l'autorité du père, c'est la vision du père. Pas forcément du père en place qui a décidé, mais la culture dans laquelle il a grandi de ce que doit être un homme et de ce que doit être une femme. Ce qui veut dire que si ses parents sont déficients et sont déviants, l'enfant, ça va être très compliqué pour lui de se déployer. Ça va être très compliqué pour lui de se sortir et de ne pas nous récupérer la patate chaude. Donc là encore, je vous renvoie à Alice Miller. Mais si jamais cet enfant, il est plutôt à l'ancienne coutume, élevé par tout un ensemble de gens, plutôt dans le sens de ce qu'on appelle une famille agrandie telle qu'elle était connue chez les Celtes, hein, et on sait par exemple que les oncles avaient beaucoup d'importance dans l'éducation des enfants, c'est un peu différent parce que si les parents, le couple parental est déficient, déviant, il va pouvoir trouver dans cet environnement proche une personne qui aura le rôle de ce qu'Alice Miller appelle un témoin lucide, cette personne dont parle aussi Boris Cyrulnik dans le cadre de la possible résilience. Donc on voit ici que il y a des systèmes de pensée qui sont complètement différents, et le système qui veut prendre le pouvoir va complètement dévoyer, dévaloriser, diaboliser tout ce qui n'est pas lui. Hein, il va vraiment retourner la situation et amener son propre système de pensée comme le seul et unique valable. Les mythes sont des projections de ce qui se passe sur le plan des archétypes dans les profondeurs de la psyché humaine. Et cette prise de pouvoir de la fonction masculine, nous la voyons clairement apparaître au fil du temps. C'est-à-dire que, par exemple, dans un mythe sumérien, nous voyons apparaître le dieu Enki et la déesse Ninhursag, avec cette tentative de prise de pouvoir par le dieu Enki, qui est très très mal conseillé par un conseiller masculin, qui va violer toutes les suivantes de Ninhursag et qui va transgresser un interdit par rapport à manger des plantes. Et il risque d'en mourir. Or, à ce moment-là, le patriarcat ne semble pas totalement impliqué, importé, puisque le féminin a encore toute sa puissance, tous ses pouvoirs. La déesse Ninhursag revient et elle va guérir le dieu Enki. Alors que ultérieurement, plus tard, en Grèce, nous voyons apparaître un dieu comme Zeus, qui est le roi des dieux, et qui est aussi le roi des violeurs. Alors lui, il ne se contente pas de violer les suivantes de la déesse, et il viole toutes les femmes qui passent à sa portée et qui lui font envie sans leur demander si elles sont d'accord ou pas d'accord, hein. Et il va même plus loin, c'est-à-dire il veut tellement tous les pouvoirs que ce pouvoir de porter dans son ventre un enfant, qui est quand même quelque chose de l'ordre du féminin, ben, il va dire ben, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux porter des enfants, et il va porter Athéna dans sa tête
c'est-à-dire elle va être le fruit de sa pensée, et il va aussi porter Dionysos dans sa cuisse en espérant en faire un fils de patriarche. Mais si vous allez voir la capsule que j'ai faite sur Dionysos, vous verrez que ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, si on suit les mythes au fil de l'eau, comme ça, au fil de l'histoire humaine, au fil des mouvances psychiques humaines, on voit bien l'arrivée de ce patriarcat, son installation, sa mise en place, sa prise de pouvoir. Et c'est assez étrange parce que si on regarde certains de nos films assez récents, on voit qu'aujourd'hui, dans notre projection, il est capable de faire des enfants avec des machines. Il n'est plus question de ventre de femme, il n'est plus question de matrice sacrée, de matrice du cosmos. J'ai failli dire Matrix, vous voyez. Mais c'est assez symptomatique aussi, c'est-à-dire que possibilité de faire des enfants avec des machines excite complètement le féminin. Il serait très prétentieux de prétendre que nous sommes capables de savoir avec exactitude comment vivait une société complètement matristique, cependant avec des éléments d'archéologie, d'anthropologie, avec la lecture des mythes au fil de l'eau et du temps, et aussi avec l'histoire de l'art, nous allons pouvoir extraire quelques éléments qui vont nous donner quelques pistes et quelques idées sur ce à quoi ça pouvait ressembler. Alors tout d'abord, on identifie une connexion avec les lois cosmiques, c'est-à-dire les lois de la nature, hein, dans leur ensemble, et qui servent donc de modèle. On connaît pas mal de rituels primitifs, en particulier le mythe de l'éternel retour. Je vous invite à lire ou relire Mircea Eliade qui en parle très bien. La notion de taureau céleste pour signifier le masculin avec ses deux cornes d'or, hein, qui percent l'obscurité de la nuit, la grande déesse des origines, bien sûr, le sacré donc du cosmos et le sacré de la Terre. Une autre piste qui nous est donnée, c'est ce mode plus coopératif que compétitif, c'est-à-dire on est plus dans la fraternité et la sororité. Les sociétés premières n'auraient certainement pas survécu si elles n'avaient pas été coopératives, hein, ne serait-ce que pour pouvoir manger, quand il fallait aller à la chasse, hein, il fallait vraiment être dans la coopération, parce que sinon, la plupart des membres de la tribu n'allaient pas manger. Mais on peut imaginer aussi que par rapport aux soins de l'être humain, c'est-à-dire à la santé, aux blessures et aux maladies, chacun doit pouvoir amener son savoir-faire, hein, en particulier sans doute des spécialistes, les fameux chamans de la préhistoire. Donc là aussi, on est dans une notion de coopération qui fait écho à ce dont je vous parlais au niveau de la pédagogie, hein, des adultes avec cette notion de coopération. La notion du conseil des sages, composé de vieux et de vieilles, qui ont donc vécu, qui ont donc l'expérience de la vie, mais attention, ces vieux et ces vieilles ne sont pas modelés sur un système de pouvoir, ils sont complètement imprégnés de matristique. Donc ici, c'est très compliqué pour nous à concevoir parce que si nous essayons de faire un conseil de sages avec des vieux et des vieilles, nous devons aussi sortir du cadre de référence du patriarcat. Et ça, c'est pas toujours facile. Ensuite, ce qu'on identifie très clairement, justement dans les mythes, c'est un rapport complètement différent avec le féminin et le masculin. Ici, la relation est une relation d'amour, elle est sacrée, ce n'est pas un enchaînement, ce n'est pas un joug. Le but ciblé, hein, ça pointe sur la volupté, c'est-à-dire que l'amour s'incarne dans la chair. Et c'est tellement vrai que la fille de Héros et Psyché s'appelle Volupté. Tous les mythes anciens nous parlent de ça, hein. Alors ça marche ou ça marche pas, mais ils parlent tous de ça. On peut voir aussi avec quelle attention, avec quel amour, ils ont gravé des choses sur les pierres et en particulier des vulves, hein. Donc ça nous montre ce rapport au féminin complètement différent. Et pour en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller écouter ma capsule sur la Vénus préhistorique. Et puis dernier élément que nous identifions aussi, c'est ce rapport à l'enfant avec aucune notion d'enfant légitime et d'enfant bâtard. Ça n'apparaît pas du tout dans tout ce que l'on peut trouver. Quelque part, c'est tous les enfants sont nos enfants dans une notion de matrilinéaire, hein, c'est-à-dire que on est dans la lignée de la mère par le nom de la mère et de matrilocale, c'est-à-dire que le mari va vivre sur le lieu de vie de l'épouse qui était le lieu de vie de la
fameuse belle-mère qui ressemblait certainement à bien autre chose que ce que nous avons, nous, l'habitude de croiser. Il semble impossible et certainement peu souhaitable de tenter de restaurer les anciens modes de vie, même matristiques, parce qu'en réalité, nous sommes vraiment beaucoup trop nombreux. Mais en tout cas, il nous permet de constater que nous sommes capables de percevoir et de concevoir autrement. Il nous rappelle que nous pouvons avoir un autre rapport avec le féminin et la nature, un rapport plus respectueux et plus aimant. Bien sûr que les femmes peuvent voter, s'habiller comme elles veulent et exercer le métier de leur choix, et le masculin peut être autre chose qu'un macho dans l'âme, mais il nous permet d'aller beaucoup plus loin, de nous poser des questions. Il nous invite tout simplement à la création.